for something that will never come. Love for real, yeah. Just look through the window, watch some people pass by. Just not like me, around. Everyone feels sorry for me, but I say better like this. Who said that is the life that I'm supposed to live? It wasn't me. Those gonna build on day. 3 ans après la crise financière, le climat économique général reste toujours préoccupant. Dette publique en hausse, dégradation des notes souveraines des plus grandes économies mondiales, l'horizon semble des plus moroses. La création et le développement d'entreprises en France se retrouvent-ils victimes de cette morosité? La crise a relativement peu touché les créations d'entreprises stricto sensu. Il y a eu une légère baisse, mais vous savez très bien qu'il est très difficile de faire la part des choses, puisque c'est le moment où on a créé le statut des auto-entrepreneurs, et à la limite, il y a eu une explosion globale, et aujourd'hui, on ne sait pas trop faire la part des choses entre les créations naturelles, les créations suscitées par le statut d'auto-entrepreneur et les gens qui ont pris le statut d'auto-entrepreneur alors qu'ils se seraient déclarés en une création ordinaire. La création d'entreprises lambda, en général, pour moi, n'est plus vraiment un problème en France. Je pense que la France est peut-être le pays au monde qui accompagne le mieux les créations d'entreprises en général. Les encours de crédit qu'on a sont effectivement pas du tout en baisse, hein. Ce sont des chiffres qui augmentent. Pour ma part, je me cantonnerai à la partie qui est la mienne, hein, qui est la partie conquête de nouveaux clients. J'étais directement en charge du marché de la franchise et du commerce associé sur les 5 dernières années, donc c'est un marché que je connais bien, sur lesquels j'ai vu les interventions se faire. Très clairement, les enseignes de qualité n'ont jamais eu de problème pour trouver des financements. Quand je dis enseigne de qualité, ça veut effectivement dire le franchiseur qui a un bon concept, qui a un modèle économique qui tourne et qui présente, je dirais, toutes les qualités d'un bon franchiseur en apportant à l'ensemble de son réseau tous les éléments dont il a besoin pour assurer un développement pérenne. Donc à partir de là, sur la base de ce que j'ai piloté en direct, j'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus. Les bonnes enseignes n'ont pas eu de sujet. Après, effectivement, les enseignes de qualité moyenne, qui avaient effectivement peut-être des défaillances plus importantes, et qui se sont d'ailleurs accélérées dans cette période-là de difficultés, effectivement ont peut-être un peu plus souffert. Et là, il y a eu effectivement des réseaux qui ont eu on va dire des contractions en nombre de points de vente, soit ont résulté d'une rationalisation de leur réseau, c'est-à-dire que des franchisés qui avaient plusieurs points de vente ont tout simplement rationalisé leur modèle de façon à faire eux-mêmes des économies d'échelle et permettre de mieux rentabiliser l'existant, soit ceux qui étaient effectivement fragiles n'ont pas forcément pu passer la crise. Quand on dépose un dossier dans une banque sans être identifié au bon niveau, dans la hiérarchie bancaire, elle est quelquefois un peu lourde, eh bien, un dossier passe d'un échelon 1 à un échelon 2, voire un échelon 3, il perd l'aspect humain du sujet et la réponse, elle est beaucoup plus souvent négative que lorsque le dossier a été pris, comme vous l'indiquiez, son banquier personnel qui peut-être vous donnera le bon niveau. Moi, dans un cas, je m'aperçois que lorsqu'on arrive à établir un lien personnel au bon niveau de décision, sans avoir à remonter 3 échelons, l'obtention du financement, elle est statistiquement 3 fois plus réussie que dans un cas où on va dans un guichet et qui monte tranquillement dans la hiérarchie. Ainsi, seuls 8% des entreprises employant au moins 10 salariés estiment qu'un manque de financement pourrait limiter leur croissance dans les 2 années à venir, selon une étude de l'INSEE. Alors que 62% des PME comptent partir à la recherche d'argent frais sur la période 2011-2013, l'établissement d'un business plan est-il toujours indispensable pour trouver de nouveaux capitaux? Vis-à-vis de l'entrepreneur, le business plan pour moi a 2 vertus. Une première vertu qui est une vertu, on va dire, structurante de la manière dont il va construire sa société. C'est-à-dire qu'en construisant son business plan, forcément, on est amené à se poser des questions sur la génération de son chiffre d'affaires, sur les charges, sur les marges, sur l'évolution de sa trésorerie. Je dirais qu'à partir du moment où on fait un business plan, on a
cette obligation de structurer je dirais, la manière dont on va créer l'entreprise et on va la développer. Et puis après, pour moi, la deuxième vertu, c'est de donner quelque part une feuille de route. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce travail d'analyse un peu poussé, on a une feuille de route qui, pour moi, va au-delà des chiffres qui peuvent être dans un business plan qui sont par définition jamais respectés, à la hausse ou à la baisse. Mais je dirais qu'au moins, c'est cet exercice de savoir si finalement, avant de créer l'entreprise ou juste après, est-ce que tout est bien structuré pour que cette entreprise soit sur les bonnes rails, au niveau des produits, au niveau des charges, et puis derrière, quelles sont les grandes étapes ou vraiment les objectifs qui sont fixés par le business plan et qui derrière, sur lequel doit se focaliser l'entrepreneur à partir du moment où il a réussi à avoir un peu d'essence pour avancer au départ. C'est toujours bien construire son projet, avoir la personnalité, je crois, est très, très importante à chaque fois, et un dossier qui tienne la route, oui. Si j'avais des entrepreneurs en face de moi, c'est ce que je dis souvent, si vous passez pas la barrière de la rencontre, c'est souvent parfois parce que il n'y a pas de bonne vision du marché, on sent pas un esprit qui s'ouvre sur le business plan, un véritable leader. Et puisque c'est le magazine Nouvel Entrepreneur, il y a une chose importante pour nous, je pense investisseurs, on a l'occasion de le dire souvent, c'est quand on nous pose la question qu'est-ce qui compte pour vous, une fois l'entrepreneur, deux fois l'entrepreneur, trois fois l'entrepreneur. Donc l'homme. Bon, il y a le projet, mais la dimension humaine est très importante. Voilà. Sur la question précise du business plan, je pense qu'effectivement, avoir une bonne maîtrise de ces chiffres, c'est un élément important. Mais encore une fois, nous, à l'ADI, on ne demande pas un business plan. Forcément, on va financer un petit entrepreneur qui veut faire les marchés. Et il y en a beaucoup en France. C'est pas que toujours des grosses entreprises. Et pour aller faire les marchés et avoir une demande de financement de 3 000 €, on n'a pas besoin d'avoir un gros business plan ficelé. Il faut de l'expérience. Il faut effectivement avoir une personne solide en face. Et l'ADI va attacher énormément d'importance à la personne. Si le prêt bancaire reste le mode de financement le plus recherché, il existe d'autres possibilités. L'entourage de l'entrepreneur en est une qui se développe de plus en plus. La proximité entre le chef d'entreprise et les investisseurs peut également favoriser l'obtention de financement. Il y a besoin de proximité pour les investisseurs. Et donc, il y a beaucoup de plateformes alternatives là, qui mettent en contact des demandeurs de financement avec des personnes privées prêtes à investir. Et l'originalité, c'est que les investisseurs vont rencontrer les entrepreneurs et vont pouvoir faire un suivi. Et suivre comment ils voulaient les affaires. En plus, faire du networking quand ils vont les accompagner. Ils vont peut-être même être pour eux des apporteurs d'affaires, etc. Et donc là, ça, c'est un schéma que je trouve assez bien. Moi, je travaille avec Finance Utile là-dessus, par exemple. Et c'est un schéma qui plaît beaucoup aux investisseurs parce que là, il y a une réalité derrière l'investissement. C'est pas juste un titre qu'ils ont acheté qui est du simple papier, quoi. Jusqu'à présent, les proches qui mettent des sous en direct dans une entreprise, eh bien, très souvent, si c'est les parents de la famille, c'est presque à fond perdu. Ils cherchent pas tellement des résultats. Nous, on pense, alors, s'ils pensaient qu'ils mettent dans une entreprise et que c'est pas à fond perdu et que ça leur rapporterait quelque chose, ils feraient un effort supplémentaire et mettraient certainement beaucoup plus d'argent. Donc, il faut mobiliser les proches, le love money, l'environnement au large même, au large sens. Et finalement, il faut faire en sorte qu'ils soient un peu assurés. Pour que les proches mettent des sous davantage dans une entreprise, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité, un maximum même. Différents avantages fiscaux encouragent à investir son argent dans le projet d'entreprise d'un proche. Mais pour les experts réunis par le Nouvel Entrepreneur et Entrepreneur TV, ces incitations fiscales sont encore insuffisantes. Les créateurs d'entreprises ont manquent d'apport financier, on le sait tous. Ils essaient de mobiliser leur entourage personnel pour pouvoir effectivement les aider à mettre du capital. Et il y a une mesure qui était pas mal du tout et que nous, je dirais qu'on évoquait avec les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises. C'était tout simplement la possibilité qu'un particulier qui investit dans le capital d'une société soumise à l'IS ait la possibilité d'avoir une réduction d'impôt de 25% de son apport financier. Du coup, nous, on avait un certain nombre de porteurs de projets qui mobilisaient leur entourage familial, amical. Quelqu'un qui mettait 10 000 € avait 2 500 € de réduction d'impôt, c'était pas rien. Et là, début de cette année, ça a été largement amendé. C'est-à-dire que la réduction est passée à 25, à 22,5, donc c'est pas le problème. Par contre, maintenant, il y a un critère d'embauche. Il faut avoir 2 embauches
à l'issue du premier exercice civil, comptable, ça n'a plus rien à voir, en sachant qu'on ne compte pas la création de l'emploi du propre dirigeant lui-même. Alors que la forte majorité des porteurs de projets que nous rencontrons, qui sont à mon avis assez représentatifs du panorama de la création d'entreprise, souvent c'est la création de son propre emploi à la base. On parlait tout à l'heure aussi effectivement du cap du développement. Nombreux créateurs, l'objectif c'est pas forcément développer, c'est avoir un chiffre d'affaires suffisant pour qu'ils puissent se rémunérer. Ils n'ont pas tous vocation à créer beaucoup d'emplois en fait. Disons qu'il y a comme tout, il y a plusieurs cas de figure. Donc cette réduction d'impôt, effectivement, moi je l'ai vu concrètement, puisque ça a été décidé, je crois, fin de l'année dernière, et applicable début cette année. J'ai un certain nombre de porteurs de projets qui ont eu moins d'apports financiers prévus parce que l'entourage ne bénéficiait plus de cette réduction d'impôt. Donc ça, c'est un petit peu passé à côté. Mais je trouve ça dommage, en fait, effectivement. Sachant que le risque lié au financement de la création est considérable, et que c'est que pour ça que personne ne veut y aller, c'est-à-dire que toute la fiscalité qui s'est développée autour ne reconnaît pas encore suffisamment le risque pris. C'est-à-dire quand on critique en disant vous donnez des avantages fiscaux à des investisseurs au moment de la création, c'est le moins qu'on puisse faire, dans la mesure où il faut bien encourager celui qui veut le faire à mettre plus d'argent au moment de la création. Parce que si c'est pour investir en capital dans les projets qui n'ont pas de souffle, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut encourager les investisseurs qui sont prêts à investir en capital dans la société en création, d'en mettre encore plus. Donc il faut les encourager par tous les moyens. Et la fiscalité est un des moyens potentiels. Nous, on estime à France Angel que ce qui a été proposé, on était un de ces personnages qui ont proposé il y a 5 ans la loi TEPA, on a beaucoup encouragé, mais on estime que 70% c'était trop, à la limite, et que revenir à quelque chose autour de 50%, ça nous semble très raisonnable. Ça reconnaît le risque pris par l'investisseur et c'est socialement, financièrement, nationalement acceptable. S'il n'y a pas une incitation à un moment ou à un autre pour aider ou accompagner des petits porteurs de projets, les gros porteurs de projets, les gens qui ont des idées, qui sont dans des structures d'essaimage, c'est-à-dire qui sont dans le cadre de grands groupes où un individu a des idées, le grand groupe l'incite même à créer en sous-traitance, d'accompagner le grand groupe en question. Quand on est sur des secteurs porteurs comme l'énergie, les télécoms, l'innovation, dans des secteurs faciles, c'est relativement facile d'avoir accès à des accompagnements supérieurs, à des financements. Par contre, si on revient sur des gens qui se trouvent en marge de la société, parce que depuis 20 ans ou 30 ans, notre réseau social ne favorise pas forcément la réinsertion professionnelle, c'est là où il y a un réel souci. Créer sa propre activité en lançant son entreprise, c'est le choix que font parfois les demandeurs d'emploi. Mais il est souvent compliqué d'obtenir des financements lorsque l'on est au chômage. Pour y remédier, Pôle emploi accompagne l'allocataire dans son projet de création ou de reprise d'entreprise. Nous avons effectivement l'aide du Pôle emploi qui peut leur permettre effectivement d'initier, de lancer une activité, surtout pour les demandeurs d'emploi qui donc possèdent un volume conséquent en allocation de chômage. Alors il y a deux formes d'indemnisation possibles, le maintien complémentaire ou le capital. Le maintien complémentaire, c'est la possibilité de cumuler donc ces allocations de chômage avec les revenus dégagés de leur activité. Beaucoup de porteurs de projets choisissent donc de ne pas se rémunérer pour percevoir intégralement leur allocation de chômage, ce qui leur permet pendant au moins 15 mois de utiliser l'allocation de chômage comme substitut de salaire et de pouvoir réinjecter tout bénéfice dans le capital de l'entreprise et pouvoir développer, en tout cas mieux assurer la deuxième année. Quant au capital, lui, c'est la possibilité de transformer la moitié des droits restants en capital de départ, soit pour acheter un stock ou pour rembourser des amis ou pour acheter un véhicule. Bon, il peut servir à différentes choses. Alors, pour les personnes qui ont un volume conséquent en allocation de chômage, parfois, ça peut être du 100 000 euros. Donc, ça peut être intéressant et ça peut constituer un capital de départ.